بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله ومن والاه. C'est avec un immense plaisir qu'on va se retrouver avec des séances pratiques de la procédure civile. Alors, comme vous savez que la procédure civile est une matière qui est très importante, c'est une matière qui nécessite de décortiquer les articles et de se focaliser sur quelques aspects pratiques qui posent problème, soit dans l'interprétation du texte, soit dans les solutions qu'on trouve un peu éparpillées un peu partout au niveau d'autres textes à côté, bien sûr, du code de procédure civile. Et le premier cas qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le cas de la capacité d'ester en justice. Comme vous savez tous, le législateur marocain, dans l'article 1er du code de la procédure civile, bien sûr, il dispose que ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Le problème de la capacité peut s'opposer au niveau de plusieurs angles. La capacité d'ester en justice d'une manière générale, mais aussi la relation de la capacité avec des domaines tels que le domaine des inscriptions judiciaires temporaires. Le problème toujours de la capacité, c'est que elle est gérée par plusieurs textes. On trouve déjà le Dahir des obligations et contrats. Ensuite, le texte principal, à savoir le code de la famille, sans oublier le code de la procédure civile. Bien sûr, selon, comme je viens de le citer tout à l'heure, selon l'article 1 du code de la procédure civile, donc la capacité avec l'intérêt et la qualité, donc est une condition pour rester en justice. Et cette condition se valorise soit au niveau des demandes judiciaires, la demande introductive en instance, et toute action concernant les inscriptions judiciaires à caractère provisoire. Tout en sachant que la dite capacité doit subsister tout au long des degrés, sous peine. Lorsqu'on parle de degré, on parle premier degré, second degré, et même, bien sûr, au niveau de la Cour de cassation, même si la Cour de cassation n'est pas un troisième degré. Alors, sous peine de l'irrecevabilité. En se référant à l'article 209 du Code de la famille, l'âge de la majorité légale est fixé à 18 ans grégorienne, révolue. Mais dans ce code de famille, et exactement à l'article 20, on trouve déjà des exceptions. Et selon l'article 20, le juge de la famille peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de capacité matrimoniale prévu à l'article 19, ça veut dire avant l'âge de 18 ans. Et bien sûr, le conjoint, que ce soit le garçon ou la fille, marié conformément aux dispositions de l'article 20, acquiert la capacité civile pour ester en justice. Et cette capacité pour rester en justice, il concerne bien sûr l'exercice des droits et des obligations nées des effets résultant du mariage. La même chose aussi pour les partages de biens
communs ou les biens acquis pendant la durée du mariage dans lesquels les deux époux ont contribué. Et la demande, comme aussi le conjoint, même avant l'âge de 18 ans, il peut demander la prénotation, toute prénotation sur le titre foncier. Aussi le problème de mineurs qui bénéficient de la majorité par anticipation. Donc ce mineur qui a ou le bénéficié de cette majorité par anticipation, il acquiert la pleine capacité. Et cette capacité l'autorise à administrer ses biens et d'accomplir tous les actes de disposition et aussi d'exercer toutes les procédures judiciaires. Aussi dans l'article 13 du Code de commerce, le législateur dispose ou réglemente l'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration de majorité et exige que cette autorisation et cette déclaration doivent être inscrites au registre de commerce. Bien sûr, c'est le motif et la cause de cette inscription, c'est l'opposabilité vis-à-vis des tiers et pour protéger aussi les tiers parce que c'est une information qui est très déterminante par rapport aux tiers qui vont peut-être accomplir des actes avec ces personnes-là. Alors, pour le même raisonnement, on se pose la question, est-ce que la déclaration de majorité doit être inscrite auprès de la conservation foncière? On dit, la réponse est affirmative pour les mêmes raisons de publicité au niveau du registre de commerce, à savoir la protection des tiers. Là aussi, un point très important, c'est que le décès du mandant, il entraîne l'extinction du mandat d'ester en justice, même s'il s'agit d'un avocat. Et selon l'article 115 du Code de procédure civile, les héritiers doivent être ou seront invités pour reprendre l'action et ou pour effectuer cette reprise. Concernant la capacité des étrangers, en se référant à l'article 3 de Dahir des obligations et contrats, la capacité d'un étranger est régie par sa loi nationale. Et là, c'est un principe fondamental de droit international privé, parce que lorsqu'il s'agit de statut personnel, on ne peut pas parler de la territorialité de la loi, mais de l'extension de l'application de la loi étrangère sur le territoire national, ou autrement dit, on parle de la personnalité de la loi parce que la capacité, il est liée au statut personnel. La preuve, c'est qu'il est réglementé par le code de la famille. Et selon le DOC, bien sûr, qui confirme ce que nous venons de dire, c'est que la capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. À l'exception, le droit marocain a adopté une exception par rapport au code de commerce, par rapport aux étrangers, et un étranger est majeur lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, comme les nationaux, même si sa loi nationale exige un âge supérieur. Donc, il se peut que l'étranger soit mineur au niveau de son pays et majeur selon la loi marocaine parce qu'il atteint 18 ans. Donc, il peut exercer au Maroc. Il a la pleine capacité pour exercer les actes de commerce et bien sûr accomplir toutes les mesures de protection de son commerce, y compris les actions en justice. Il y a une question qui se pose par rapport au séquestre judiciaire. Le séquestre judiciaire est défini en premier lieu
par l'article 818 de Dahir des obligations et contrats, qui qualifie ce séquestre judiciaire comme le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers. Au niveau de l'article 149 du Code de procédure civile, le séquestre judiciaire est une simple mesure conservatoire dont le but est d'assurer la protection et l'administration d'un bien. Donc il a un effet directement sur le bien, pas sur la personne. Ceci veut dire que le séquestre judiciaire n'a aucun effet sur la capacité du propriétaire de bien, qui garde toujours cette capacité et ce pouvoir d'exercer l'action par lui-même dans le cadre de la protection de son bien ou d'accomplir les mesures conservatoires concernant son bien. Ainsi que selon l'article 36 du Code pénal, l'interdiction légale est qualifiée comme une peine accessoire. Et cette peine accessoire n'est pas à être prononcée et s'applique de plein droit. Bien sûr, cette peine accessoire, à savoir l'interdiction légale, elle prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant l'exécution de la peine principale. Alors, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses droits. Donc, il a un effet directement sur sa capacité. Alors, l'obligation ou la décision ordonnant la peine principale doit être dotée de l'autorité ou plutôt de la force de la chose jugée, parce qu'il s'agit, lorsqu'il s'agit de cette décision, donc le législateur oblige, du moment que c'est une mesure privative de liberté qui est assortie de cette sanction, bien sûr une sanction pénale, donc le législateur exige à ce que la décision qui ordonne cette mesure ou cette sanction accessoire doit être dotée de la force de la chose jugée. Je ne parle pas de l'autorité de la chose jugée, mais je parle précisément de la force de la chose jugée, à savoir que la décision ne doit plus être susceptible d'aucune voie de recours. Mais l'interdiction légale n'interdit pas la vente exécutoire, parce que celui qui exerce la vente exécutoire, c'est l'agent chargé de la vente, et c'est à cet agent du greffier qui dépend du tribunal de veiller sur le bon déroulement de l'opération. Alors, qu'en est-il par rapport à la capacité du condamné? Donc, le condamné, il peut accomplir des actes de disposition sur les fonds déposés dans son compte personnel. Ça veut dire le compte ouvert en son nom. Mais à condition que ces actes doivent être faits dans la limite de l'autorisation ou de ce qui est autorisé par l'administration pénitentiaire. Une autre question qui se pose par rapport à la liberté conditionnelle. Si on veut définir cette liberté conditionnelle, on peut dire que c'est une mesure d'aménagement de la peine de prison. Ou, autrement dit, c'est une sorte d'individualisation de la peine. Donc, du moment que ce n'est pas une liberté totale, mais c'est tout simplement une autre façon d'exécuter la peine, ou une façon d'exécution de peine, ou tout simplement, comme je viens de dire,
c'est une individualisation de la peine. Alors le condamné ne retrouve pas la capacité, et cette liberté n'entraîne pas l'extinction de l'interdiction légale. Donc il demeure interdit légalement malgré, bien sûr, la liberté ou le bénéfice de la liberté conditionnelle. Alors qu'en est-il par rapport au syndic dans le cadre de la loi 1800 du 3 octobre 2002? Donc le syndic de l'immeuble dans le cadre de la copropriété. Cette loi exige par rapport au syndic qu'il doit avoir, avant d'ester en justice, une autorisation écrite de l'Assemblée générale, sous peine d'irrecevabilité. La même chose par rapport, une question que se pose par rapport au syndic dans le cadre de la loi 73-17 sur le traitement des difficultés des entreprises. Comme vous savez, le tribunal, il nomme le syndic. Le syndic, il a la qualité. Et ce syndic est la seule personne qui peut agir dans le cadre des actions en cours, donc il doit être impliqué dans toute action, et les actions, bien sûr, après avoir adopté le plan de continuation, par exemple, ils doivent être intentées au nom du syndic. Même si on veut, par exemple, c'est le tribunal a ordonné une cession et que le syndic refuse de remettre le bien immeuble acheté par le cessionnaire au bénéficiaire, tout simplement, l'action doit être intentée contre le syndic, bien sûr, et devant le juge des référés, et le juge des référés peut ordonner ou va ordonner au syndic de remettre le bien à l'acheteur, bien sûr sous astreinte, même des fois le juge, donc s'il est demandé, il peut l'accorder sous astreinte. Donc là, tout simplement parce que l'entreprise en difficulté, elle perd un peu de sa capacité. C'est pour cela que le législateur, dans la loi 73-17, a exigé que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être publié à côté, bien sûr, du registre de commerce, du bulletin officiel, du journal d'annonce légale, aussi à la conservation foncière, parce qu'il doit figurer sur le titre foncier. Toute entreprise qui dispose des biens immeubles dispose aussi d'un dossier spécial et il doit être publié dans il doit figurer sur le titre foncier, parce que avec le redressement judiciaire, il y a un changement au niveau de la capacité de l'entreprise en difficulté, et c'est au syndic d'assurer ses actions en cours ou, bien sûr, les actions doivent être intentées contre le syndic. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.